Dans la zone euro, les États doivent emprunter de l'argent aux autres États pour sauver les banques. Mais qui reçoit cet argent? Où va-t-il? La plupart des gens pensent que l'Allemagne et les autres pays riches d'Europe sauvent ces pauvres Espagnols, Grecs, Irlandais et Portugais. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont les banques qu'on sauve. Et que font-elles de l'argent qu'elles reçoivent? Où va-t-il? Avec l'arrivée de la monnaie unique en l'an 2000, les taux d'intérêt ont baissé de manière drastique dans les petits pays de la zone euro, parce que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés dans un grand espace monétaire. Ça a amené les banques et les gouvernements à prêter beaucoup d'argent pour financer toutes sortes de projets, bien plus qu'il n'y avait d'épargne dans leur pays. Les banques d'Allemagne, de France et des autres pays de la zone euro étaient plus qu'enclines à accorder des crédits presque sans limite. C'est ainsi qu'en 3 ans, et jusqu'à début 2008, les emprunteurs espagnols ont contracté 322 milliards d'euros de dettes auprès des banques allemandes et françaises. Le plus gros a été placé dans l'immobilier, simplement parce que les investisseurs étaient convaincus que les prix monteraient sans cesse. Résultat, on a construit bien plus qu'il ne fallait. Et pour finir, des milliers d'emprunteurs n'ont plus été en mesure de payer. C'est pour cela que les banques espagnoles et irlandaises sont au bord de la faillite et qu'elles ne peuvent plus honorer leurs propres dettes. Les prêteurs allemands et français et ceux des autres pays n'avaient jamais imaginé un scénario de cette nature. Et on pourrait faire comme ça le tour de l'Espagne pour voir où tous les milliards d'euros sont passés. Regarde, ça continue. Ouais, c'est immense. Tout le monde espère que par un miracle quelconque, la machine se remette en marche et que ces actifs pourris, comme on dit, à savoir les investissements réalisés avec des prêts qui appartiennent maintenant tous aux banques, reprennent de la valeur. Ils ne comprennent pas que le surendettement est tel qu'on ne pourra pas relancer la demande tant que la plupart des entreprises et des ménages devront se serrer la ceinture dans ce pays. Le but est qu'il y ait plus de recettes que de dépenses, ce qu'on appelle la rigueur. Mais c'est naïf de croire qu'il suffit de rétablir la confiance pour que tout reparte comme avant. L'activité ne pourra redémarrer que si les dettes sont annulées. En clair, il faudra tôt ou tard effacer la dette. Le problème, c'est que dans le cadre du sauvetage de l'euro, une part croissante des risques privés, d'investisseurs privés, est prise en charge par les États. C'est le fondement même du plan de sauvetage de l'euro. Jusqu'au jour où les États eux-mêmes ne pourront plus rembourser leurs dettes aux pays les plus riches. On aura alors exactement le scénario que Mme Merkel nous promet d'éviter à tout prix. Avec l'argent de leurs impôts, les Allemands devront supporter les risques que des investisseurs privés ont pris dans d'autres pays. Or, ces investisseurs viennent en majeure partie d'Allemagne. Mais ça, on se garde bien de nous le dire. Nulle part, le marché immobilier alimenté par le crédit n'a connu une chute aussi brutale qu'en Irlande. Jusqu'en 2008, les prêts bon marché en provenance de l'Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne ont entretenu le plus grand boom immobilier au monde. Tous ces immeubles clinquants et vides ont conduit les 6 grandes banques irlandaises au bord du gouffre. À commencer par l'Anglo-Irish Bank. À elle seule, quand elle a mis la clé sous la porte, elle a laissé 30 milliards d'euros de dettes au petit État irlandais. Il ne reste plus que le chantier désaffecté du nouveau siège du groupe. L'État irlandais a dépensé plus de 70 milliards d'euros pour sauver 6 banques en faillite. Où est passé tout cet argent? Très bonne question. En général, cet argent a servi à rembourser les créanciers, ceux qui avaient apporté de l'argent aux banques sous forme d'obligations et qu'on appelle des porteurs de titres. Qui sont ces créanciers, ces spéculateurs? C'est le problème, on ne sait pas. Les paiements sont effectués par une chambre de compensation qui garantit l'anonymat des créanciers. Donc on ne sait pas. Mais n'est-il pas scandaleux de dépenser de l'argent public irlandais pour des investisseurs étrangers sans que personne sache qui ils sont?
Scandaleux est un mot encore trop faible. C'est se moquer de la démocratie. Absolument. Mais on touche là au cœur de la crise de l'euro. Les habitants de la zone euro ne comprennent pas ce qui se passe. La plupart des Allemands et des Français n'ont pas conscience que ce sont eux qui sont renfloués. L'argent n'a fait qu'un aller-retour en Irlande. Des spéculateurs sans scrupules ont prêté de l'argent aux banques irlandaises qui, du coup, ont été prises d'une véritable frénésie d'achat sur le marché immobilier. Et maintenant, ce sont les contribuables qui paient. Quel impact a eu ce plan de sauvetage de 70 milliards sur les Irlandais? Leur niveau de vie a baissé en moyenne de 25%. 25% en 5 ans. En 5 ans. Pour les plus faibles, ceux qui vivent des aides de l'État ou qui sont au chômage, les conséquences sont catastrophiques. Vous avez écrit que l'Irlande a été forcée sous la menace d'un revolver de payer les créanciers. Qui tenait le revolver? C'est la Banque centrale européenne qui tenait le revolver. Elle a dit « Ou vous payez les porteurs de titres, ou nous cessons notre programme de financement d'urgence, ce qui entraînera d'abord l'effondrement de votre système bancaire, puis celui de votre économie entière. » Pour moi, c'est la diplomatie de la canonnière. Ou simplement du chantage. Ou du chantage. C'est une menace très grave de la part d'une banque centrale. Elle oblige une nation à renoncer à sa souveraineté juste pour renflouer je ne sais quels investisseurs. La BCE agit illégalement. Bien entendu, c'est une décision qui a été imposée au peuple irlandais. Imposée? Oui. La BCE a décrété qu'il fallait rembourser les créanciers de premier rang. C'est un procédé scandaleux. Un économiste renommé, un député du Parlement irlandais diplômé d'économie à Harvard et le ministre adjoint des Finances affirment que leur peuple a été contraint de s'endetter à hauteur de 70 milliards d'euros pour renflouer des créanciers étrangers. Et le directeur de la Banque centrale européenne ne conteste pas. Il ne dément même pas. Depuis, malheureusement, la plupart des Irlandais se sont résignés. Et à nous, Allemands, on dit que nous avons sauvé les Irlandais. L'argent des ministères des Finances allemands et britanniques a été envoyé en Irlande et avant la débâcle, il est retourné dans les banques allemandes qui, sans cela, auraient fait faillite. Pensez-vous que tôt ou tard, l'Irlande fera défaut? Je l'espère. On n'a pas les moyens de rembourser. Tous les mois, chaque Irlandais, homme, femme ou enfant, donne 300 € à l'étranger. C'est un fardeau colossal. Mes enfants sont scolarisés en Irlande. Je ne veux pas qu'ils paient toute leur vie des impôts pour les banques allemandes. Est-ce qu'un jour, l'Irlande sera insolvable? Oui. Dans l'histoire, aucun pays n'a jamais payé une telle somme sans avoir sa propre politique monétaire. Que va-t-il se passer concrètement? On se vide petit à petit de notre sang, année après année, jusqu'à dépendre complètement de l'Europe. Il y a une citation de Nelson Mandela. La plus grande tragédie de l'humanité est de devoir endurer autant de souffrances avant de parvenir à un compromis dont tout le monde savait qu'il était inévitable. Je veux empêcher par tous les moyens que l'Irlande se vide de son sang pendant 10 ou 15 ans et qu'elle revienne 30 ans en arrière jusqu'à ce que quelqu'un dise enfin « on efface la dette ». La Banque centrale européenne pourrait très facilement réparer le tort qu'elle a causé aux Irlandais en vue de protéger les banques européennes. Lors de la crise, l'Anglo-Irish Bank a emprunté 30 milliards d'euros à la BCE pour pouvoir payer ses créanciers. Or, comme toutes les banques centrales du monde, la BCE n'aurait pas dû prêter cet argent sans exiger de garanties. Garanties que l'Anglo-Irish Bank n'avait pas. C'est pourquoi l'État irlandais a dû se porter garant. Et maintenant que l'Anglo-Irish Bank a été liquidée, qu'elle n'existe plus, la BCE réclame au gouvernement irlandais le remboursement de ces 30 milliards d'euros. En Irlande, un grand nombre d'économistes et d'hommes politiques demandent que la BCE annule cette dette.
Si nous convainquions la BCE de réduire la valeur de ses titres ou de renoncer carrément à une partie de ses créances vis-à-vis des banques irlandaises, ce serait économiquement judicieux, car la BCE et la zone euro ne peuvent profiter de l'Irlande qu'à condition que son économie soit forte. Mais les Allemands diront, qu'en est-il du bilan de la BCE? Qui va payer ces pertes? Personne ne doit prendre en charge les pertes de la BCE. L'argent a déjà été mis en circulation sans avoir provoqué d'inflation. Et en réduisant la dette, nous n'allons pas faire marcher la planche à billets. Vous êtes en train de dire qu'on peut annuler la dette sans que personne ne subisse de pertes? Oui, c'est le système monétaire. Vous êtes sûr et certain que la BCE pourrait annuler cette dette sans aucun risque? Sûr et certain. Jusqu'ici, combien l'État espagnol a-t-il dépensé pour sauver les banques? Jusqu'ici, à peu près 20 milliards. 20 milliards. 20 milliards de capitaux injectés, plus un prêt de 40 milliards du Fonds européen de stabilité financière. Et vous êtes sûr que ça suffira? Oui. En réalité, ce n'est pas 40, mais 80, voire 90 milliards. Voilà les vrais chiffres si on se réfère au rapport d'Oliver Wyman. Pourquoi ne mettons pas à contribution les créanciers de premier rang en leur demandant de recapitaliser les banques? Je ne sais pas. Ce serait une solution judicieuse pour notre système bancaire. La seule même, j'ajouterais. Mais eux veulent tout payer avec l'argent des contribuables espagnols. C'est insensé. Le plus gros problème en Espagne, c'est Bankia. On dit qu'elle va recevoir 24 milliards de capitaux supplémentaires, en plus de ce que l'État lui a déjà versé. J'ignore combien ça représente. Environ 5 milliards. 5 milliards. Donc au total, ça fera près de 30 milliards d'argent public. D'après son rapport des comptes, Bankia a 27 milliards d'euros de dette sans garantie. Qui détient cette dette? On ne le sait pas exactement. Les autorités en font tout un mystère. Elles ne veulent pas nous dire qui détient cette dette. J'ignore pourquoi. La peur. Toujours la peur. Je n'en veux pas. Moi, je veux des chiffres. Je veux savoir ce qui se passerait vraiment si elle faisait faillite. Qu'est-ce qu'on ferait? Quelles seraient les conséquences? Avec ce que nous savons déjà, nous disons, cette banque ne peut pas être sauvée. Nous ne pouvons pas injecter sans cesse des milliards d'euros. Les créanciers doivent assumer les pertes. Lors de notre action en justice, il a été établi que dans les étages supérieurs de la banque, des chiffres avaient été falsifiés. Et maintenant, on découvre que dans les étages inférieurs, il s'est produit la même chose. On a créé une culture d'entreprise dans laquelle les employés étaient récompensés par des primes pour qu'en haut, on ne sache pas ce qui allait mal dans les filiales. C'est un délit. Le juge a dit qu'il y avait une autorité publique qui contrôlait la banque. Et nous disons que cette autorité de contrôle a collaboré. Faire garder le poulailler par le renard, ça ne sert à rien. Ils sont tous en tort, les responsables de Bankia comme les contrôleurs publics. Si on avait laissé les banques d'épargne faire faillite, tout le monde aurait su que les hommes politiques avaient fait de l'argent. Parce qu'une bonne partie des dettes qui ne peuvent pas être remboursées, c'est de l'argent qui est allé aux partis politiques, aux municipalités, aux communautés autonomes du Sud, à des entreprises qui sont de mèche avec le gouvernement. Ces révélations auraient signé l'arrêt de mort de la classe politique. Autrement dit, si les autres pays de la zone euro prêtent 100 milliards d'euros à l'Espagne pour qu'elle puisse assainir son système bancaire, ils commettent une énorme erreur. Parce qu'ils injectent de l'argent dans un système complètement corrompu et qu'ils ne le récupéreront jamais. Et au final, ce sont les contribuables allemands, français, néerlandais et finlandais qui devront payer les pots cassés. C'est ça? Exact. C'est ce qui va se passer. Quel conseil donnez-vous aux citoyens allemands? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent demander? Les chiffres.
Tout simplement. Il faut connaître les chiffres et appliquer les lois. Toutes les personnes qui se penchent sérieusement sur le sujet en arrivent à la conclusion suivante: s'ils affirment qu'il faut sauver le système, alors qu'ils en apportent les preuves. Ils doivent démontrer que c'est indispensable. Mais ça n'arrivera jamais. D'un côté, ils disent que le système entier s'écroulera, que ce sera la fin du monde si on ne le fait pas. Mais d'un autre, quand on leur demande ce qui se passera si on laisse la banque faire faillite, qui en subira les conséquences, qui perdra de l'argent, quelle autre banque s'effondrera, on n'obtient pas de réponse, sous prétexte que ce sont des informations confidentielles. Or, si c'est confidentiel, comment se fait-il qu'ils soient au courant? Bref, on en revient toujours à la même question: où va l'argent et pourquoi faut-il sauver les banques? Nulle part dans le monde, on a obtenu de véritables réponses. On voit par là l'importance de cette simple question: qui empoche l'argent? Parce que dissimuler les véritables intérêts en jeu ne protège pas seulement les riches bénéficiaires. Il y a une chose bien pire encore. En dissimulant ces intérêts, il est possible de monter les peuples européens les uns contre les autres.